Salut à tous, aujourd'hui la conclusion sur la restauration de la Cappuccino. Donc les amis, si vous avez suivi toute cette série sur la restauration de cette Suzuki Cappuccino, eh bien on arrive à la fin. Aujourd'hui on va faire un peu un récapitulatif, c'est pour ça que je suis toujours avec Benjamin, que vous voyez derrière moi, le propriétaire de la voiture, et je suis également avec une personne que vous connaissez si vous suivez régulièrement mes vidéos, il faut que j'arrête de bafouiller, j'essaie de parler trop vite. Laurent, qui est l'importateur de cette voiture. Donc on aura quelques questions à lui poser pour justement parler de l'importation de ces kécars en France. Tout d'abord, la dernière fois, si vous vous souvenez, avec Benjamin, on avait installé les badges. Oui. J'essaie de ne pas filmer mon ombre. Depuis, qu'as-tu fait sur cette magnifique auto pour la finir? Depuis, il y a eu du coup les jantes de repeinte. Alors, j'allais dire les 4, mais je me doute. T'allais pas en faire 2. C'est mieux. Bon, il n'y en a que 2 pour la vidéo, mais... Alors, je vais me mettre côté soleil, parce que la caméra va apprécier. Hop. Alors, tu les as fait, je suppose, couleur d'origine? Ouais, à peu près, ouais. Donc c'est un gris légèrement pailleté. Par contre, tu n'as plus les... non, je ne les ai plus. Les logos Suzuki? Non. Je suppose que tu vas t'enquérir de ce genre de choses. Je vais essayer de les refaire. À la base, c'est une peinture. Ouais. Et là, j'ai pas les capacités pour vraiment refaire aussi petit. Donc, soit j'essaie de faire un sticker, il faut qu'il tienne, par contre. Ouais. Ou je vois quelqu'un qui arrive à me faire un beau pochoir, entre guillemets, et je repeins. Ok. Je ne sais pas. Bon, après, vu que c'est juste un logo Suzuki standard, on le voit même encore un tout petit peu. On le voit légèrement, oui. Donc je suppose que tu devrais trouver des autocollants qui pourraient t'aider. Donc mis à part les jantes, ensuite, qu'as-tu fait d'autre? Il me semble que l'antenne, elle ne l'avait pas. De mémoire, si. Elle avait déjà l'antenne? De mémoire, si. Après, c'est peut-être ma mémoire qui défaille. On a donc cette antenne qui est fixe. Hein. Oui. Et vous voyez ma magnifique AZ1 derrière. On en reparlera plus tard. Le logo, donc, on a mis la dernière fois. Si jamais vous avez loupé un épisode. Et je vois que tu n'as toujours pas le logo qui vient normalement se mettre ici. Et non. Et les prix ont en plus explosé depuis la dernière vidéo. Donc maintenant, ça coûte combien la paire de logos? Là, je ne sais plus combien j'avais dit la dernière fois, mais maintenant on est arrivé à largement plus de 200 € les deux. Quoi. Donc, ouais. Donc je peux comprendre que ce ne soit pas ta priorité, juste un autocollant à 100 balles pièce. J'entends que vu la restauration faite, on n'est pas à 200 € près, mais vu le poids de la pièce... ça fait cher le gramme. Ça fait cher, voilà. Alors, ensuite sur l'intérieur, je ne me souviens plus, qu'est-ce qui restait? Toute la console centrale qui n'y était pas. Là, elle est remontée avec un nouveau soufflet de levier de vitesse. Donc les sièges, vous les aviez vus. Un poste. On n'avait pas de poste. Alors on a un poste à cassette Kenwood. Évidemment, à cassette. Hop. Sinon, maintenant, vous voyez, à l'intérieur, il est comme neuf. Hein. Franchement, c'est impeccable. Le tableau de bord n'a pas de craquelure. Le plafond est impeccable aussi. On avait déjà montré le petit filet derrière. Et le tableau de bord, malgré les maneaux qui avaient été collés, il n'est pas taché. Oui, ce qui est plutôt souviens. rare. Alors, je vais passer de l'autre côté. J'avais peur que ça abîme le tableau de bord, mais finalement, non, ça ne l'a pas abîmé. C'est vrai qu'il est vraiment très très propre. On voit juste quelques très légères déformations. Ouais. C'est là où il y avait donc les maneaux. Franchement, ouais. Si on ne le sait pas, on ne le voit pas en fait. Voilà. Bon, écoute. Donc là, c'est fini quoi. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Terminé. Et les pièces finales, c'était les caches des rétros qui n'étaient pas montées. Alors ça, c'est des pièces que tu avais refait en impression 3D, c'est ça? Celui de droite, non, mais celui de gauche, oui. D'accord. Donc, je fais le tour. Hop. Bien sûr, hein, si tu t'es embêté à faire tout ça, c'est parce que ces pièces ne sont plus faites par Suzuki. Et en plus, ne se détaillent pas du rétro. Ok, donc c'est le rétro intégral sinon. Voilà, et le rétro n'est plus produit. Et il n'y a plus de stock.
Voilà, c'est aussi ça le problème des véhicules de collection, hein. C'est pas forcément typique aux japonaises, hein. C'est qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de pièces. Et il faut s'embêter à les produire. Maintenant, heureusement, on a ce système d'impression 3D qui peut nous sauver, même si souvent ça implique quand même des frais qui sont assez supérieurs à une pièce normale. Enfin, écoute, si on a fini maintenant avec cette voiture, qu'est-ce que tu vas en faire? C'est quoi la suite? Quelle va être la vie de cette voiture? Qu'est-ce que tu comptes en faire? On va essayer d'en profiter le plus possible. Bon là, la saison va commencer à plus trop s'y prêter. Mais on va essayer d'en profiter un maximum. Après 2 ans, à quelques jours près de son arrivée à la maison, la voile est terminée. Donc ouais, on va essayer de rouler le plus possible avec. Parce que toi, ton but, hein, c'était juste de te faire un véhicule pour toi. C'est pas dans un but de la revendre ou ce genre de choses. Non. Donc vous voyez, hein, maintenant, elle est impeccable. De toute façon, si vous avez vu toute la série, hein, vous savez dans quel état elle était. Il y a énormément de rouille, il y avait énormément de travaux à faire. Elle a été repeinte intégralement. Et puis voilà. De toute façon, si vous n'avez pas vu, si vous avez des interrogations, je vous invite à revoir la playlist depuis le début. Et vous saurez tout sur cette voiture. Donc finalement, la question que tout le monde se pose, est-ce que c'était rentable cette histoire? Alors le but de base n'était pas d'être rentable de toute façon. Mon but était de vouloir une voiture à restaurer. D'accord, tu voulais quelque chose où tu allais bosser dessus? Moi j'allais bosser dessus, donc si vraiment je comptais mes heures, non, c'est pas rentable, ça c'est sûr. D'accord. Voilà, donc là actuellement la voiture au total, donc sans compter mes heures, hein, elle me coûte entre 10 et 11 000 euros. Mmh. Je pense que vu son état, avant d'en trouver une dans cet état-là en France, il va falloir s'accrocher. Oui. Et quand même, parce que tu affiches, tu nous présentes le budget total, il faut dire que l'achat de la voiture, son importation, son dédouanement, c'était plus de 50% de la valeur que tu viens d'annoncer. Largement plus de 50%. Eh bien, ça va tout de suite introduire, on embraye maintenant sur la partie importation. Donc, je me mets à côté de Laurent. Donc, en fait, là, on a face à nous, je vous fais un petit coup de caméra. Donc, on a une première voiture donc, qui maintenant est en parfait état. L'autre derrière qui est en parfait état depuis longtemps. En fait, je me souviens que sur les premiers commentaires, lorsqu'on avait fait les premières vidéos de présentation sur la Cappuccino, énormément de gens s'étaient dit « Ouais, mais ça sert à rien d'acheter des épaves comme ça ». En fait, ce qu'il faut savoir, tu confirmeras ou t'infirmeras, c'est que ta société, tu importes en fonction de la demande du client. Ah ben... Tu importes pas, entre guillemets, un truc en état épave si le client il voulait un truc nickel. Alors, non, justement, parce que là, pour en revenir à la Cappuccino de Benjamin, j'ai clairement le souvenir, quand je l'ai vu au Havre, j'ai dit, mais Benjamin, il va m'en vouloir. Il va vraiment m'en vouloir. J'étais pas tranquille. Et tu étais avec moi. Oui, j'étais présent. Tu étais aussi, tu te demandais, quoi. On a même dit, on la ramène pas par la route. Voilà. Et tu me sentais pas bien. Je me souviens, on est allé chez toi. Et après, le soir, tu m'as appelé. Tu m'as dit, non, c'est Benjamin qui m'a appelé, qui m'a dit, oui, Patrick m'a appelé. Laurent, vous inquiétez pas, c'est bon. Je la voulais, je savais dans quel état elle était. Oui, parce que donc, là je vous remonte la voiture, hein, maintenant elle est impeccable. Mais donc, Benjamin, tu avais vu sur internet des photos à l'avance. Oui. Tu savais à peu près à quoi t'en tenir. Voilà. Même si je pense que même le garage au Japon ne savait pas tout de la voiture. Je pense pas qu'ils avaient tout démonté pour aller vérifier la rouille. Il y en a eu quand même quelques surprises. Mais toi finalement, l'état du véhicule, ça correspondait à ce dont tu t'attendais en fait. Ah oui, il y a eu quelques surprises, mais bon, ça c'est la magie de la restauration. Mais tout ce qui était plancher, etc., ça je m'y attendais, même au niveau des têtes de McPherson, au niveau où il y a les têtes d'amortisseurs. De toute façon, sur les photos, ça se voyait, c'était complètement gonflé, c'était obligé que c'était mort en dessous. Donc okay. Au final... Donc ouais, toi tu t'attendais à avoir énormément de taf dessus. Quoi. Exactement. Et visiblement, c'est même presque ce que tu voulais. Quoi. Tu voulais presque une machine où tu serais sûr du taf qui a été dessus, plus une qui a déjà été plus ou moins restaurée. Quoi. Je sais comment est la voiture maintenant. Voilà, là, il n'y a pas de... Voilà. T'as pas de doute. Donc, maintenant,
Autre cas de figure, vous le savez, moi je suis aussi client de la société de Laurent Carcoy. Et merci d'ailleurs. Mais de rien, je te remercie. À toi de t'embêter avec toutes mes bizarreries que tu fais venir de là-bas. Donc, je vous montre un peu ma voiture. Donc, vous voyez qu'on a ici donc, une Cappuccino. Rappelle-moi, elle est de quelle année ? 92. 92. Donc, Suzuki Cappuccino de 92. Et moi, j'ai la Autosam AZ1 également de 92. À savoir que les deux véhicules donc, étaient vendus sur le même marché au Japon. Et en plus, elles ont le même moteur. Sauf que celle-ci, la AZ1, elle est beaucoup plus rare. Il s'en est vendu moins de 5000 à l'époque. Et donc, en trouver une au Japon, c'est déjà compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai fait appel à Laurent, qui a fait jouer ses contacts. Et on en a trouvé une qui était exactement comme je voulais, c'est-à-dire en parfait état, avec rien à faire dessus. Et on a même fait des travaux, enfin fait faire des travaux directement au Japon. Voilà. Donc là, l'idée, parce que parfois, il y a certaines pièces qui vont pas forcément être très évidentes à trouver. Voire une vraie galère. Voire une vraie galère. De ce fait, Lunaris voulait une voiture qui soit vraiment utilisable à la descente du bateau. Donc nous avons opté pour une très grosse révision au garage par lequel nous l'avons acheté. Pour avoir l'esprit tranquille. Et je pense que tu as l'esprit tranquille. Ah bah oui, là je peux vous remontrer un peu la voiture. Hein. Alors je suis désolé pour la luminosité. Hein. Vous voyez des nuages qui arrivent, donc ça passe de joli et d'un seul coup très sombre. Donc la voiture, moi je l'ai choisie parce qu'elle était déjà totalement d'origine. Il n'y a aucune modification dessus. Il n'y a pas de pièces prépa ou ce genre de choses. Elle est totalement d'origine. Et que ce soit à l'intérieur ou au niveau du moteur, d'ailleurs je peux vous le montrer, on pourra faire un comparatif de ce qui est visible par rapport à la Cappuccino, vu que c'est la même mécanique. Donc le moteur, vous voyez, que je mette ça, c'est bon. Donc le moteur, vous voyez que moi il est placé en position centrale arrière. Il s'agit d'un 3 cylindres 660 cm3 turbo et d'origine Suzuki. C'est le même moteur hein, que dans la Cappuccino. Et donc vu que ces pièces pour cette voiture sont quand même assez compliquées à trouver en France, eh bien j'avais demandé à ce que le moteur soit sorti de la voiture pour qu'il puisse faire tout ce qu'il y a à faire. Parce que le problème de cette voiture, vous voyez, c'est que l'accessibilité est mauvaise. Le moteur est vraiment en position centrale arrière, il n'est pas en porte-à-faux. Donc il faut, le seul moyen en fait, d'y accéder facilement, c'est de le faire descendre de la voiture. Ce qu'ils ont fait au Japon, ils m'ont changé l'embrayage, tous les fluides, voilà, la distribution, enfin tout a été fait. Tout a été fait là-bas. Et bien sûr, ça nous a coûté moins cher de le faire là-bas que d'essayer de faire venir toutes les pièces en France et de le faire en France. Voilà, parce que là, de ce fait, vous intégrez le coût de cette prestation au coût de la voiture. Et il y a quelque chose, c'est qu'au Japon, la TVA, elle n'est pas au même niveau que chez nous. Elle est à 10%, mais ça fait quand même un gros écart. Et puis, l'avantage là, de ce garage avec lequel je fonctionne, c'est qu'il nous assure le suivi des travaux. C'est-à-dire qu'on a bien les photos au fur et à mesure. Et même, il nous avait quasi proposé d'expédier les pièces. Quoi. Alors, bon, ouais, les anciennes pièces qui n'étaient pas complètement mortes. Voilà, l'embrayage était encore bon parce que tu avais, pour vraiment une tranquillité d'esprit maximale, on était allé jusque l'embrayage. Mais bon, il était encore fait 50. Voilà. Ça, donc, c'est quand même... Dans cette optique-là, c'est très intéressant parce que, comme tu le disais au départ, on est sur des voitures pour lesquelles ça va être un peu complexe de trouver des pièces en Europe. Et en plus, après, ce sont des voitures donc, qui sont totalement inconnues par les garagistes en France. Donc si vous amenez ça chez le garagiste du coin, je ne dis pas qu'il n'aura pas les compétences pour faire les travaux, mais forcément, il va mettre très certainement plus de temps pour réaliser la même chose qu'au Japon, où ils connaissent plus facilement ce genre de modèle, même si je le rappelle, ça reste rare, même au Japon. Voilà, parce que par rapport aux chiffres de production que tu as donnés, c'est 5000, y compris la version Suzuki. Oui,
Oui, oui. Bon, je vais pas vous refaire l'historique complet de la AZ1 ici, hein, mais donc c'est une Mazda avec un moteur Suzuki, et vu que ça se vendait mal, au bout d'un moment, Suzuki a eu le droit de la vendre avec leur propre logo dessus, mais c'est la même voiture, elle s'appelle la Cara. Maintenant, on va passer d'ailleurs du côté de la Cappuccino, pour vous montrer que le moteur est bien le même s'il n'est pas implanté du tout de la même façon. Donc vous voyez que maintenant, avec ce qu'a fait Benjamin, hein, tout est état neuf, hein, c'est chirurgical, tout est impeccable. Et donc toi, vu que tu as fait tout ici, as-tu galéré à trouver certaines pièces, ou est-ce que tu as réussi à trouver tout en France ou pas? Alors étonnamment, j'ai pas énormément galéré à trouver des pièces. D'accord. Tout ce qui était kit de distribution, pompe à eau, etc. Sur des sites de vente de pièces automobiles français. D'accord. Et puis après, tout ce qui était la boîte à air, etc. Ça, c'était une personne que je connaissais qui était en Angleterre, où il y en a eu de commercialisés, et il a trouvé de la pièce là-bas. Et... Donc il y avait le volant, le pommeau de levée de vitesse et la boîte à air. Ok. Donc finalement, concernant l'importation des véhicules, je parle bien des véhicules japonais en général, hein, ce que fait essentiellement Laurent avec sa société Carcoy, même s'il n'en fait pas venir que du Japon. Il faut garder à l'esprit donc qu'on a, on a ce qu'on veut en fait. Si vous voulez, comme Benjamin, une voiture à restaurer, eh bien vous en trouverez au Japon à restaurer. A l'inverse, si comme moi vous préférez un véhicule qui est parfaitement entretenu et avec un historique limpide et même entretenu là-bas, c'est possible. Maintenant par contre, ce qu'il va falloir bien prendre en compte, c'est les différences de prix. Parce que là, ça va du simple au quintuple, hein. C'est vraiment là-dessus qu'il faut être au fait des prix. On se rapproche des voitures et on va parler d'ailleurs un peu tarif. Donc tout à l'heure, Laurent, tu nous disais que cette voiture, donc la Cappuccino, combien ça avait coûté de la faire venir à restaurer? Avant, bien sûr, tout ça. Ça a coûté 6 500 €. 6 500 €. Alors, petit détail que je me sens obligé de préciser, la voiture, lorsqu'elle est arrivée, elle n'avait pas encore 30 ans. Et voilà, c'est là où, pour avoir la voiture, on va dire rapidement, et puis avoir celle qui te convenait, Benjamin, il fallait se positionner. Il est vrai qu'il y aurait eu une économie assez substantielle si elle avait eu 30 ans à son arrivée en France. Je précise bien, à l'arrivée en France sur le territoire. Parce que donc, un véhicule de collection, donc c'est 30 ans en France. Qu'est-ce que ça change donc au niveau des taxes à l'import? Eh bien, on est dans un régime qui n'est plus le régime classique. Donc on sort des droits de douane à 10% et TVA à 20%, sachant que c'est cumulatif. Et ça s'applique sur le prix de la voiture et tout ce qui concourt au prix de la voiture, donc le transport, le déchargement, le déclarant en douane, enfin vous voyez, tout, on tartine partout. Quand on bascule sur une voiture de plus de 30 ans, je le redis à l'arrivée sur le territoire, et bien là, on paye 5,5 de TVA. Sur toute l'enveloppe aussi, mais entre 5,5 et 32, je vous laisse faire le calcul. Voilà. Donc, si la voiture avait eu ne serait-ce qu'1 ou 2 ans de plus à l'époque, donc il y aurait déjà eu une moins-value, dirons-nous. Donc ça, c'est à prendre en compte. C'est aussi pour ça que moi, personnellement, à chaque fois, avec Laurent, j'essaie toujours de trouver des véhicules qui ont déjà les 30 ans ou qui auront pile 30 ans au moment de l'arrivée au Havre. C'est-à-dire, elle peut très bien avoir 29 ans et demi et le temps d'arriver au Havre, elle a 30 ans. Justement, pour ne pas payer ces frais de douane, parce que donc là, on se doute bien que si elle a coûté 6 500 € en France, c'est que le tarif au Japon était bien moindre, alors que la mienne, le tarif au Japon, c'était déjà près de 25 000 €. Donc vous doutez bien que sur une enveloppe à 25 000 €, donc plus le transport, plus les réparations, plus tout ça, si j'avais eu à payer 30% de frais de douane, je rajoutais 10 000 balles juste pour l'État, quoi. Alors que là, on a payé donc 5%, ce qui est nettement plus raisonnable. Surtout qu'à chaque fois, c'est vraiment de l'argent qui part à l'État, on n'achète rien, hein, c'est juste des taxes. On achète le droit de la sortir du port. C'est ça. Voilà.
pour être précis. Hein. Donc vous voyez que ça c'est vraiment un point crucial et c'est pour ça d'ailleurs que on voit sur le marché de l'occasion, pareil tu peux confirmer ou infirmer des différences de valeur même au Japon sur les véhicules qui ont plus ou moins de 30 ans. Car au Japon, ils en sont plus ou moins conscients de Alors, ça. ils en sont conscients et c'est pire que ça. Parce que aux États-Unis, l'équivalent de la carte grise de collection, c'est 25 ans. Donc en fait, automatiquement, toutes les voitures qui ont un intérêt, on va dire, de collection ou d'usage, elles prennent un cliquet à 25 ans. Et ils en prennent un deuxième à 30. Et elles en prennent un deuxième à 30. Mis à part que nous, on arrive 5 ans plus tard. Donc le cliquet, il est déjà bien élevé. Et c'est ce que tu as constaté, par exemple, enfin vous le constatez tous, sur les GTR. Oui, sur les Skyline, fameuses Nissan Skyline GTR. Donc les tarifs sont devenus absolument dingues à partir du moment où les voitures ont eu 25 ans. Maintenant, on voit par exemple celle qui a été popularisée par Fast and Furious. Elle dépasse les 200 000 – 300 000 euros pour les éditions les plus rares. Quoi. Voilà, justement, j'allais dire, en plus, il y a cet effet cinéma qui se rajoute sur les voitures. Hein. Donc tu parles de Fast and Furious. Oui, forcément, là, dès que les voitures ont été faciles à homologuer aux États-Unis, la cote a explosé. Oui, parce qu'en plus, il faut bien garder à l'esprit que l'essentiel de la culture automobile se fait aux États-Unis. C'est là-bas qu'il y a le plus de passionnés et de passionnés qui ont les moyens de faire venir ces voitures. Et vu que le reste de la planète suit globalement la tendance des États-Unis, eh bien la valeur, elle augmente pour toute la planète. C'est pas uniquement sur le marché purement aux États-Unis. Parfois même, on peut même être surpris. Parfois, il y a certains véhicules qui sont moins chers aux États-Unis qu'en France et inversement. Mais il faut bien garder à l'esprit que si le prix augmente aux États-Unis, vous savez que sur le reste de la planète, et bien sûr y compris au Japon, les tarifs vont augmenter. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai essayé d'avoir cette AutoZam le plus vite possible, car lorsque j'ai décidé d'en acquérir une dans cet état-là, ça valait environ 15 000 euros. Le temps qu'on en trouve une et qu'elle soit à 30 ans, eh bien, elle avait pris déjà quasiment 10 000 euros de cote. Et si on regarde maintenant la valeur d'un modèle comme le mien, donc parfaitement d'origine, avec que des pièces officielles et en parfait état, eh bien maintenant, aux États-Unis, un modèle comme celui-ci qui a assez peu de kilomètres, ça vaut facilement 40 000 – 45 000. J'ai même vu certaines enchères qui montaient à plus de 50 000. Mais bon, là, c'était pour des modèles qui avaient encore quelques particularités encore plus rares. Et je pense qu'à l'avenir, les tarifs ne vont pas faiblir, vu que ce type de véhicule n'existe plus. Et en plus, aucune marque ne montre une volonté de créer de nouveau des voitures de sport. Voilà, les deux dernières, mais qui bien évidemment ont moins de 30 ans, ce sont les Daihatsu Copen, donc on va dire la marque 2, et Honda S660. Et Honda, de ce que nous pouvons savoir les uns ou les autres, il n'y a pas de S660 Mark 2. Non. C'est la fin. Et d'ailleurs, sur le marché japonais, les S660, leur valeur par rapport au neuf baisse un petit peu, mais pas tant que ça. On est déjà pratiquement arrivé au plancher pour une voiture qui, les exemplaires les plus anciens, ont 8 ans. Oui, et savoir que la voiture a été arrêtée de production il y a 1 an et demi seulement. Quoi. Et oui, les éditions les plus rares sont déjà à des prix assez balèzes. Enfin, tout ce qu'on vous dit là, bien sûr, on prend en exemple ce qu'on a sous les yeux, donc des kécars, mais comme on l'a dit pour une GTR, ou pour une Supra, ou pour n'importe quelle autre voiture. Voilà, peu importe. Tous les véhicules maintenant qui ont une trentaine d'années au Japon, qui ont une valeur historique, et surtout si elles avaient été dans le Gran Turismo, maintenant ça commence à valoir une fortune. Il y a quelques pépites que les gens ne sont pas encore à se jeter dessus. Et puis après, faut faire en fonction de son budget. Si vous voulez facilement importer des véhicules iconiques japonais, le plus simple, essayez que ce soit une qui ait plus de 30 ans et passez par une société comme Laurent qui, lui, aura les contacts là-bas pour faire vérifier les véhicules, pour les faire entretenir si nécessaire. Et ça vous évitera de la loterie. Parce qu'on peut très bien, en tant que particulier, acheter directement au Japon.
Tout à fait. Mais c'est la loterie, parce qu'en plus, on se retrouve avec des sites qui ont des traductions Alors, plus des qu'aléatoires. traductions aléatoires. Il faut savoir qu'au Japon, un garage, il faut qu'il achète une licence d'exportation. Donc, il ne peut pas vous vendre, même si vous en repérez une sur des petites annonces, on va dire sur les sites JOS ou des choses comme ça, où le particulier, ils ne pourront pas vous vendre. Vous allez être obligé de passer par un intermédiaire. Bien souvent, les voitures aussi, elles sont achetées aux enchères. Ben, les enchères, c'est exactement le même principe que chez nous, hein. C'est la voiture et défile, vous la voyez 2 minutes et il faut prendre votre décision. Vous avez peut-être eu l'affiche descriptive de la voiture avant, mais quelle crédibilité apporter à la fiche descriptive? J'ai eu des expériences assez récentes, malheureuses, sur le sujet. Des voitures pour lesquelles il n'y avait aucun doute, elles partaient à l'export. Elles étaient surclassées, hein, vraiment des choses très discutables. Des pneus avec des mèches dans les flancs, enfin des trucs qui devraient, on n'imagine même pas. Donc je pense qu'il vaut peut-être mieux mettre un petit peu plus d'argent au départ et pas forcément. Enfin, souvent on a tendance à se dire la bonne affaire c'est le prix le plus bas, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. La Non. bonne affaire c'est le bon rapport qualité-prix. Donc peut-être qu'il faut rajouter 10 ou 20% de plus, mais à l'arrivée vous économiserez peut-être 50, 100%. Voilà. De nouveau, hein, on revient donc finalement à ce qu'on disait à la base. Il faut que vous soyez conscient de ce que vous achetez et de ce que vous êtes prêt à faire par la suite. Si, comme Benjamin, vous voulez un truc, on va dire, à restaurer, mais que vous savez que peu importe ce qu'il y a sur la voiture, vous êtes à même de le faire, il n'y a pas de problème. Sauf que si, comme moi, vous savez qu'en cas de gros pépins, de travaux, de carrosserie, ce genre de truc, si vous vous retrouvez bloqué, votre argent ne sert plus à rien. Voilà, j'allais le dire, hein, parce que Benjamin, on était dans la chirurgie lourde. Non, mais il faut appeler les choses par leur nom. Vous ne pouvez pas faire ça devant chez vous, quoi. Ça ne fonctionne pas. Du coup, comme le disait Patrick, visez peut-être le modèle d'en dessous pour l'avoir en bon état. Parce que à quoi ça va vous servir, cette voiture qui va arriver et qui, si elle ne passe pas le contrôle technique, c'est pas compliqué. Même si vous avez le certificat FFVE, elle a une valeur proche de 0 parce qu'elle n'est pas immatriculée. Et il faut avoir tous ces aspects-là à l'esprit avant de se lancer, quoi. C'est vraiment de bien réfléchir à son projet. Et peut-être qu'effectivement, là, on parlait de certaines voitures tout à l'heure. Par exemple, on évoquait la Mazda Cosmo. Il y en a une qui a le moteur qui est directement tiré de la Mazda qui a gagné aux 24 heures du Mans en 1991. Eh bien, prenez peut-être plutôt la version birotor avec le RB13 qui va être moins cher, mais en meilleur état. Voilà. Il faut vraiment pas se lancer dans des choses qu'on ne saura pas maîtriser. Et quand je dis ça, il n'y a absolument aucun jugement de valeur. Il faut être conscient de ses propres limites. Bon, écoutez, ça me paraît pas trop mal comme conclusion. Si vous avez des questions concernant la restauration, déjà je vous invite à revoir toutes les vidéos qu'on a pu faire avec Benjamin. Si vous avez des questions concernant l'importation, vous pouvez bien sûr mettre ça dans les commentaires, mais je vous invite, si vous êtes vraiment intéressé, à contacter directement Laurent, c'est lui qui vous répondra le plus facilement. Et puis, si vous avez aimé cette playlist, cette restauration, un petit pouce vers le haut, vous vous abonnez pour voir très certainement de nouveau ces véhicules, vu qu'on a 2-3 projets en tête. Bon, ça n'arrivera peut-être pas tout de suite, hein, mais on essaiera de les refilmer. Je vous remercie d'avoir partagé ces quelques instants avec nous, et puis à bientôt. Et à tous. Salut.